Bien, alors bonjour à toutes et à tous. J'ai un peu peur que nous soyons en petit comité parce que j'avais commis une erreur sur le site internet et il y a une information erronée qui était restée indiquant que en fait, la séance d'aujourd'hui était reportée. Donc je ne sais pas, est-ce que la personne qui m'a écrit hier est ici? Non? Bon, parce que quelqu'un m'a prévenu, une étudiante m'a écrit pour me dire est-ce qu'on a cours effectivement, puisque la séance est indiquée reportée sur le site. J'ai corrigé, mais peut-être j'ai corrigé trop tard. Enfin, c'est pas grave, les étudiants qui ne sont pas là récupéreront le cours sur le site. Alors, je vais reprendre à partir de la quatrième partie du cours, qui est au fond l'avant-dernière partie. On va donc faire tout un travail sur la sémantique lexicale qui sera plus approfondi que le travail qu'on fera à la fin sur la sémantique grammaticale, tout simplement parce que je n'aurai pas assez de temps. Et j'avais commencé à aborder, sauf erreur, la partie sur la frontière entre sémantique lexicale et sémantique grammaticale. Je vous avais rappelé, disons, les éléments de base, c'est-à-dire l'idée qu'en principe, la sémantique lexicale, c'est plutôt la sémantique qui s'intéresse aux noms, aux verbes, aux adjectifs et aux adverbes. Mais surtout, dès le niveau des adverbes, on se rend compte que la frontière entre le lexical et le grammatical est quand même assez flottante. En tout cas, elle ne correspond pas aux catégories grammaticales, tout simplement parce que les adverbes, si vous prenez les adverbes en ment comme rapidement, lentement, bruyamment, silencieusement, etc., là, il est clair que ces adverbes en ment, ils ont une valeur descriptive, ils sont lexicaux, mais si vous prenez des adverbes d'intensité comme si ou très, on voit tout de suite que là, du coup, ce sont beaucoup plus des éléments grammaticaux qui servent à modifier autre chose. Je veux dire, ils courent très rapidement. Là, du coup, on a un adverbe rapidement qui est lexical et très qui modifie l'intensité, qui est un adverbe incident à l'autre adverbe rapidement, mais qui est juste un intensif. Donc, sur le plan des adverbes, il est assez facile de voir que c'est une catégorie très à cheval sur le lexical et le grammatical. Alors, c'est moins le cas pour les autres, mais il y a quand même des cas un peu limites. Par exemple, donc, on avait vu pour la grammaticalisation, il y a un certain nombre de mots lexicaux qui sont devenus grammaticaux, comme le mot pas dans la négation. C'est un peu marginal, ça. En revanche, pour les verbes, là, c'est quand même une question qui est réel et qui n'est pas du tout un cas mineur. Les verbes, en particulier les verbes qui peuvent fonctionner comme auxiliaires du type être, avoir, aller, comme quand on utilise le verbe aller pour faire un futur proche, il va partir. Eh bien, quand je dis il va partir, c'est plus le verbe aller au sens d'un verbe de déplacement. Comme, je ne sais pas, il va à Paris. Bon. Ça devient un élément grammatical. C'est encore plus évident si je prends le verbe avoir au sens de posséder. J'ai une maison à la campagne. Bon, voilà, c'est l'idée de possession. Le verbe avoir ici signifie posséder. Il a un sens lexical. Mais si on dit, je sais pas, j'ai bien mangé, bon, eh bien là, c'est le verbe avoir fonctionne comme auxiliaire. Il sert à conjuguer au passé composé le verbe manger. Et dans ce cas-là, c'est un mot complètement grammatical. Donc, vous voyez, bon, il y a d'autres exemples, je ne vais pas les redonner tous, mais on a quand même, si on veut réfléchir un peu sérieusement sur ce que c'est que la sémantique lexicale, puisque c'est l'objet du chapitre, sémantique lexicale et sémantique grammaticale, bon, mais c'est parce que je m'intéressais à la sémantique lexicale, si on veut délimiter donc, le périmètre de la sémantique lexicale, il faut quand même s'interroger un tout petit peu sur la frontière entre le lexical et le grammatical. Donc j'avais rappelé quand même des éléments relativement stables qui permettent de distinguer les mots grammaticaux des mots lexicaux, notamment le fait que dans le stock des mots lexicaux, il peut sans arrêt être augmenté. Dès qu'il y a des réalités nouvelles, vous voyez, je ne sais pas, par exemple avec le lexique de l'informatique, ou le lexique qui vient de l'usage des réseaux sociaux, etc. Il y a toujours des mots nouveaux, je ne sais pas moi, spam, spammé, il y a toutes sortes de mots nouveaux qui apparaissent. Donc l'inventaire du lexique, il est extensible, il est un peu limité à un moment donné, mais il est extensible à l'infini, alors que l'inventaire des mots grammaticaux, je ne sais pas si vous prenez les articles par exemple,
vous ne pouvez pas inventer un nouvel article, hein, c'est aussi facilement que ça. On peut créer des locutions, hein, locution conjonctive, locution adverbiale, locution prépositionnelle, là, oui, à la rigueur, mais c'est quand même beaucoup plus limité. Donc il y a déjà une différence entre le lexical et le grammatical, où finalement on se rend compte que le grammatical est quand même beaucoup plus structuré, beaucoup plus limité. Ensuite, il y a une distinction en termes vraiment de sémantiquement, vous voyez, bon, un mot lexical comme un mot grammatical, il a du sens. Bon. On a vu dans les premiers cours, enfin dans tous les cours qui ont précédé celui-ci, que en fait la nature du sens était différente entre les mots lexicaux et les mots grammaticaux. Et on l'a vu à partir de la notion de compréhension. Je ne vais pas vous redonner toute l'explication, mais on a bien vu que pour chercher à comprendre, hein, quand on a une difficulté de compréhension liée à un mot lexical, on procède d'une certaine façon pour sortir de cette difficulté de compréhension, une façon qui est complètement différente selon qu'on a affaire à un mot lexical ou à un mot grammatical. Donc, sémantiquement, la nature même du sens est différente. Hein. Alors on peut le dire de façon très diverse. Hein. On peut dire que les mots lexicaux sont des mots pleins. Donc ça veut dire qu'il y a un sens descriptif ou un sens référentiel. Vous voyez, ces deux cases-là, elles correspondent un peu à la même chose. Ça veut dire qu'un mot comme table, chaise, rapidement, etc., ça décrit quelque chose. Alors qu'un mot grammatical, lui, il a un sens, grammatical, alors on peut dire subduit, c'est un terme qui vient de la linguistique guillaumienne, dont je vous parlerai plus en détail plus tard, ça veut dire dématérialisé en quelque sorte, hein, un peu plus abstrait. C'est plus abstrait le sens des mots grammaticaux. Hein. Qu'est-ce que vous allez dire si je vous dis quel est le sens du mot « le » dans « le chat » ? Bon, ça va être très difficile. Hein. Vous allez dire, oui, ça caractérise l'unicité et l'existence. Enfin, ça veut dire que si je dis le chat, ça veut dire qu'il y a un chat qui existe et qu'il y en a un seul, j'en parle, il est là, etc. etc. D'accord ? Donc, c'est un sens qu'on dit instructionnel. Je vous avais aussi donné ces deux citations de Victory, Bernard Victory, qui donne cet exemple du mot « bien », que je trouve intéressant parce que c'est assez parlant. On voit qu'il y a des emplois du mot « bien » qui sont plutôt lexicaux, comme « un bien », ça fait du bien, c'est un type bien, et puis des emplois de bien qui sont beaucoup plus grammaticaux. Hein. C'est bien son écriture, au sens de c'est effectivement c'est son écriture, ça n'a rien à voir avec l'idée de bien au sens descriptif, hein, au sens moral si on veut. Bon, et Victory en tirait deux conclusions. D'une part qu'il y a un continuum entre le lexical et le grammatical, et ça c'est une idée qui est vraiment une idée de base de la linguistique cognitive. Hein. Je vous ai déjà un petit peu parlé de ces différentes orientations en sémantique. Bon, il y a une orientation sémantique qui se préoccupe des opérations cognitives du sujet parlant. En sémantique cognitive, c'est un point de départ que de considérer qu'il n'y a pas d'un côté le lexique, de l'autre côté la syntaxe. Hein. Que c'est un continuum, donc une ligne continue entre le plus ou moins lexical et le plus ou moins grammatical. Certes, il y a des pôles, hein, il y a des éléments qui sont d'une manière assez stable, toujours lexicaux, et d'autres qui sont d'une manière assez stable, toujours grammaticaux, mais il reste qu'il y a une sorte de continuum et non pas une séparation. Disons, cette idée que parler, c'est utiliser des mots et les agencer selon une certaine syntaxe, c'est au fond une idée très fausse. Hein. C'est une espèce de simplification de ce que c'est qu'une opération linguistique, parce que, au fond, les éléments grammaticaux, ils ont aussi une valeur sémantique. Hein. Donc, tout élément significatif dans les langues, qu'il soit lexical ou grammatical, il est porteur de sens, donc c'est ce que Langacker appelle un symbole, hein, c'est-à-dire, si on veut, au sens saussurien, un signe. Bon, donc c'est un continuum, et puis d'autre part, ce sont certains emplois hein, qui vont être, comme l'exemple de bien l'a montré, hein, ce n'est pas un mot, il n'est pas définitivement lexical ou grammatical, enfin certains si. Hein. Par exemple, les articles, comme je vous le disais la dernière fois, les articles, c'est très difficile de trouver des emplois des articles qui ne soient pas grammaticaux, ou de la préposition à ou de. Bon, ça va être très difficile de trouver des emplois qui ne sont pas, grammaticaux.
En revanche, il y a des cas, comme l'exemple de l'adverbe bien, où il y a des cas, des emplois du mot bien qui sont lexicaux et d'autres qui sont grammaticaux. Alors, l'autre jour, j'entendais sur France Culture, je ne sais pas si vous avez l'habitude d'écouter France Culture, mais il faut écouter France Culture, c'est une radio quand même dont on peut s'enorgueillir en France. Il y a assez peu d'équivalents dans le monde de ce type de radio, avec quand même vraiment des intellectuels qui parlent, etc. Puis il faut en profiter parce qu'il est possible que politiquement un jour ça disparaisse, ce service public. Enfin bref, passons. Donc il y a quelque chose qui se répète, une espèce de slogan caractéristique de France Culture qui est souvent répété. Alors il faudrait le faire avec le ton. Et on entend « vous êtes bien sur France Culture ». Donc c'est pour ça que j'ai mis une virgule pour accentuer cette intonation. Vous êtes bien sur France Culture. Ça veut dire quoi? Évidemment, c'est un petit jeu de mots entre vous êtes bien sur France Culture au sens de vous êtes effectivement sur France Culture, au sens de vous êtes bien arrivé, vous êtes bien dans la salle de cours, etc., au sens de effectivement. Et puis, donc là, ce serait le sens plutôt grammatical de bien, mais vous êtes bien sur France Culture, si on met une pause entre bien et la suite, vous êtes bien sur France Culture, ça veut dire vous vous sentez bien quand vous écoutez France Culture. Donc là, du coup, on est dans l'emploi plutôt lexical. Donc vous voyez là, les communicants de France Culture ont trouvé un petit jeu de mots très simple, très facile à comprendre, sur bien, où en fait l'alternance des deux significations correspond à exactement ce qu'on vient de dire sur le lexical et le grammatical. Un emploi, une compréhension de bien plutôt lexical et une autre plutôt grammaticale. Bon. Alors, une fois que, donc quand on veut faire de la sémantique lexicale, une fois qu'on a compliqué un petit peu l'opposition simpliste entre le lexical et le grammatical, il y a un autre problème qui apparaît tout de suite, c'est le problème de l'unité lexicale et du figement. Donc, j'avais commencé d'expliquer cela aussi. Quand vous avez une expression, donc j'avais pris table ronde, une expression comme une table ronde au sens d'une réunion. Bon, une table ronde, c'est une unité lexicale, table ronde, ça veut dire réunion, donc table et ronde, ça va ensemble, ça forme un tout. Et donc, c'est une unité lexicale qui comporte deux mots. C'est ce qu'on va appeler donc une unité polylexicale, une table ronde au sens de réunion, c'est une unité polylexicale, par opposition à une réunion. Si je dis j'ai organisé une réunion, c'est une unité monolexicale, donc une unité lexicale avec un seul mot. Donc, on a besoin quand même, pour décrire ce genre de phénomène, de ces deux expressions. Le terme mot, d'un côté, qui désigne simplement des chaînes de caractères séparées par des blancs, et puis la notion d'unité lexicale qui prend en charge le fait que ça forme un tout. Bon, alors, ça évidemment, ça pose quand même des problèmes, notamment ça a posé, maintenant les problèmes commencent à être un petit peu résolus, mais ça a posé des problèmes pour le traitement informatique du langage, parce que comment un ordinateur il fait pour savoir si table ronde c'est une réunion ou si c'est une table qui est de forme ronde. Parce que si je dis que j'ai acheté par exemple une table ronde et pas une table rectangulaire, là c'est plus une unité polylexicale. J'ai table ronde avec table qui est le nom noyau et ronde qui est un adjectif épithète de table. Donc là j'ai deux unités monolexicales et puis un lien entre les deux unités. Bon. Alors évidemment, vous voyez, l'ordinateur, ce qu'il va faire en général, c'est qu'il va repérer que quand je dis j'ai organisé une table ronde, ou j'ai acheté une table ronde, ça va être le verbe qui va déterminer l'interprétation de ce qui suit. Mais ça pose quand même des problèmes particuliers. Alors au plan linguistique, évidemment, ça complique la notion de compositionnalité qu'on a vue. Vous vous souvenez, j'avais introduit cette notion de compositionnalité chez Frege. L'idée de compositionnalité, c'est l'idée que le sens d'une expression est une fonction du sens des unités qui composent cette expression. Donc normalement, le sens de table ronde, c'est le sens de table combiné avec le sens de ronde.
Alors, ça marche si effectivement j'ai acheté une table qui est de forme ronde. Hein. Mais si je dis table ronde au sens des réunions, là, la compositionnalité ne fonctionne plus. C'est un cas qui échappe à la loi, en quelque sorte, de compositionnalité. Pas complètement, hein, pas complètement, parce qu'il y a quand même un petit lien de sens entre l'idée, quand on dit on a organisé une table ronde, on voit bien qu'on peut imaginer des gens qui sont autour d'une table, qui vont parler, donc il y a un lien de sens quand même entre table ronde, réunion, et puis le mot table et le mot ronde. Hein. Mais dans certains cas, le lien il est très compliqué. Par exemple, on a complètement oublié, parce que ce sont des expressions historiques. Vous prenez un cordon bleu au sens de, soit le cordon bleu au sens d'un bon cuisinier ou d'une bonne cuisinière, ou bien le cordon bleu au sens de la recette qu'on mange. Hein. Bon, quel rapport avec un cordon, quel est le rapport avec la couleur bleue franchement, c'est impossible à savoir, sauf si on recherche un peu historiquement d'où ça vient. Bon. Donc, en plus, on n'a même pas besoin. On apprend cordon bleu, je veux dire, c'est quand même quelque chose de très connu, parce que ça fait partie de la nourriture, disons, classique des enfants, et pas que des enfants d'ailleurs, mais c'est quand même quelque chose que les enfants apprécient. Donc, ils ne se posent pas la question. Moi, j'ai jamais vu un enfant dire « mais pourquoi on dit cordon bleu, c'est pas bleu ?» En fait, on a cette habitude de prendre des expressions cordon bleu comme si c'était un seul mot, un cordon. Hein. Donc le fait qu'il y ait de la polylexicalité, le fait qu'il y ait une expression toute faite, comme ça, ne pose pas de problème à notre compétence linguistique ordinaire. Alors que c'est quand même un problème du point de vue théorique, si vous voulez, en termes de compositionnalité. Alors, comment on s'en sort? Eh bien, il y a un certain nombre de critères. Hein, je vous avais donné les critères. Alors, oui, non, ça, ce sont différents exemples d'expressions figées. Alors, oui, je rappelle qu'on parle dans ce cas-là d'expressions figées, ou bien d'expressions idiomatiques, ou bien d'expressions phraséologiques, ou bien encore de phrasèmes. Hein. Il y a des petites nuances entre ces expressions, ça correspond à différentes écoles linguistiques, mais grosso modo, pour nous, on peut considérer que toutes ces expressions sont synonymes, hein, signifient la même chose. Donc, vous voyez, dans chacun des cas, briser la glace, chacune de ces expressions a deux sens, quoi. Soit son sens littéral, briser la glace, je prends un pic à glace, j'ai un morceau de glace et je casse la glace, ou bien briser la glace au sens de réchauffer l'ambiance, hein, dans un groupe de personnes. Toucher du bois, vous pouvez. D'ailleurs, les gens qui disent l'expression toucher du bois, ils se débrouillent en général pour toucher un truc en bois, genre une table ou quelque chose comme ça. Au moment où ils le disent, hein, toucher du bois, donc ça veut dire, j'espère, enfin c'est une espèce de croyance un peu, considérant à dire que si on touche du bois, on va avoir de la chance, enfin bon, quelque chose comme ça. Jeter l'éponge, ça veut dire abandonner, ça veut pas dire, mais littéralement, ça veut dire on prend une éponge, on la jette, hein, mais jeter l'éponge au sens, etc. etc. Hein, je veux dire, chacune de ces expressions, tourner la page, j'y reviendrai tout à l'heure, je vais la réexaminer d'un peu plus près. Mais je vous avais signaler le livre de Gaston Gross, qui est un livre très abordable sur les expressions figées. Je précise quand même que pour ce cours, vous n'êtes pas obligé de lire ce livre, mais si vous tombez dessus en bibliothèque, ça peut être intéressant de le feuilleter, et on peut retirer de ce livre un certain nombre de critères qui vont permettre de vérifier si l'expression est plus ou moins figée, en fait, parce que du coup, il y a des degrés de figement, et plus vous pouvez modifier l'expression, moins elle est figée. Hein. Donc il y a des cas, là, par exemple avec casser sa pipe au sens de mourir, il y a toutes sortes de choses qui sont possibles. Hein. On peut faire varier le mode du verbe, on peut introduire des adverbes de temps. Mais il y a des cas, par exemple, la pronominalisation pose problème. Le clivage, on peut difficilement dire c'est sa pipe que Max a cassé. On peut difficilement introduire des modifieurs, hein, Max a cassé sa vieille pipe, etc. Donc il y a toutes sortes de critères et ça, il faut quand même que vous les maîtrisiez parce que c'est quelque chose de classique et d'assez simple finalement. Là, c'est un exemple que je vous avais donné, faire la pluie et le beau temps, comparé à casser sa pipe et enterrer la hache de guerre, où on voit que sur quelques critères, hein, vous voyez, c'est la pluie et le beau temps qu'ils font, donc le critère
du clivage. La pluie et le beau temps sont faits par eux, là c'est le passif. Ils ne font pas la pluie et le beau temps, c'est la négation. Et puis que font-ils? Ils font la pluie et le beau temps, l'interrogation. Donc si je prends ces 4 critères, on voit que dans faire la pluie et le beau temps, il y a un critère qui est bloqué. Dans casser sa pipe, il y en a 3. Et dans enterrer la hache de guerre, aucun. Alors ça ne veut pas dire que enterrer la hache de guerre n'est pas phraséologique, parce que quand on dit enterrer la hache de guerre, ça veut dire faire la paix, d'accord? Ça ne veut pas dire qu'on prend une hache de guerre et qu'on la met sous la terre, hein, bon, évidemment. Donc il y a des cas où ça ne va pas marcher. Si je remplace, par exemple, si je remplace guerre par bataille, ça ne marche pas. Je ne peux pas dire enterrer la hache de bataille. Bon. Donc on voit bien qu'il y a quand même du figement, mais beaucoup moins. Donc vous voyez que là, cet exemple, il montre que enterrer la hache de guerre est moins figé que faire la pluie et le beau temps, qui est lui-même moins figé que casser sa pipe, hein, casser sa pipe étant l'expression la plus figée. Alors, j'ajoute cet exemple, tourner la page. Donc, j'ai pris un extrait de la définition du TLFI. Donc, en fait, tourner la page apparaît dans le TLFI à page, hein, pas à tourner. Peu importe. Et donc, vous voyez, tourner la page, ça signifie changer de sujet, changer d'occupation, oublier le passé, se tourner vers l'avenir. Et puis, vous avez des exemples. Ne regrettons pas le passé, murmura-t-elle, à présent j'ai tourné la page. Je rendis mes effets, mes armes, mon cheval, je tournais pensif cette page de ma vie. Hein, donc, vous voyez que là, même, on peut ajouter entre tourner et la page, on peut même changer le déterminant, tourner cette page. Hein. Et puis, il y a un emploi pronominal passif, hein, la page se tourne. Vous prétendez juger Picard, vous ne pouvez que le frapper lâchement, tous contraints. Hâtez-vous, car déjà, je vois se tourner la page. Hein. Donc, il y a un certain... On pourrait même utiliser le passif, la page est tournée. Tourner la page admet ces transformations. On peut ajouter un adverbe, il a complètement tourné la page. On voit, il a tourné cette page. Hein, là, c'est possible. En revanche, est-ce qu'on pourrait mettre un adjectif sur page, cette belle page, par exemple, il a tourné cette belle page de sa vie? Bon, peut-être, hein, là on peut hésiter sur ce critère. En revanche, on ne pourrait pas dire qu'est-ce qu'il a tourné? Ah, il a tourné la page. Bon, non, ça ne marcherait pas du tout. On ne pourrait pas remplacer ni page ni tourné par un synonyme. Hein. Au lieu de dire il a tourné la page, on ne peut pas dire il a tourné la feuille, une page, une feuille. Ou alors on ne pourrait pas dire au lieu de tourner, changer. On ne peut pas dire il a changé la page. Et puis, utiliser une relative, la page qu'il a tournée, et celle-ci, là aussi, ça ne marcherait pas. Donc vous voyez, en fait, avec ces expressions idiomatiques, on cherche à appliquer toutes sortes de critères pour toutes sortes de transformations, hein, pour vérifier si ces transformations sont possibles ou pas. Et si elles sont possibles, eh bien, ça veut dire que l'expression n'est pas complètement figée. Si elles ne sont pas possibles, c'est une trace de figement. Hein. Donc ça, relisez cela, entraînez-vous à le faire parce qu'il est possible que je vous pose une question, je vous demande par exemple à l'examen d'analyser le degré de figement d'une expression. Hein. Alors, ça c'est donc, je ne sais plus si on l'avait vu ça il y a 15 jours. Je vous l'avais montré, la typologie des phrasèmes de Meltchouk? Oui, d'accord. Donc, j'y reviens très très rapidement. Je vous avais expliqué qu'il y avait les phrasèmes conditionnés pragmatiquement, donc qui sont liés à une situation comme ici, danger de mort, hein, qu'on va trouver dans un certain contexte matériel, disons. Et puis, alors, ce qui nous intéresse surtout, nous, ce sont les phrasèmes sémantiques. Donc, vous voyez que là, on fait une distinction entre les phrasèmes sémantiques compositionnels et non compositionnels. Donc, les collocations et les clichés sont considérés comme des phrasèmes, mais ce ne sont pas des expressions complètement figées. C'est simplement, par exemple, passer une commande. On a cette contrainte sur le verbe passer. On ne peut pas utiliser n'importe quel verbe en français pour dire passer une commande. Vous voyez qu'en anglais, on dit place. J'avais dû donner l'exemple se brosser les dents. En français, on peut dire se brosser les dents, se laver les dents. En anglais, vous ne pouvez pas dire wash your teeth.
Je veux dire brush your teeth, mais pas wash. Donc il y a, vous voyez, du point de vue du sens, là on est dans la compositionnalité, parce que qu'on dise passer une commande, se brosser les dents, se laver les dents, etc. Dans tous les cas, il n'y a aucun problème de compréhension. Donc il n'y a pas de problème de compositionnalité. En revanche, il y a un problème de sélection du bon verbe ou du bon nom, etc., pour que l'expression soit acceptable. Et puis, bon, il y a les clichés, les proverbes, ce genre de choses qui peuvent être éventuellement aussi un petit peu figés, mais sans que la compositionnalité soit en problème, soit en difficulté. Alors ensuite, les phrasèmes sémantiques non compositionnels, qui sont donc là, à proprement parler, les locutions, là où il y a quand même un figement au sens qu'on vient de voir. Alors, Meltchouk lui distingue 3 niveaux, si vous voulez, locution faible, semi-locution, locution forte. Et en fait, cette distinction, elle repose sur le fait de savoir combien de mots dans l'expression contribuent réellement au sens global. Bon. Attendre un enfant, au sens d'être enceinte, évidemment, c'est figé, hein, parce que ça ne signifie pas la même chose qu'au sens littéral, attendre un enfant. Ça peut signifier, par exemple, je ne sais pas moi, vous avez votre petit frère qui sort de l'école et vous l'attendez, hein, vous attendez un enfant, vous attendez que l'enfant il sorte de l'école. Là, c'est au sens littéral. Mais attendre un enfant au sens d'être enceinte, c'est bien attendre quelque chose, et ce qu'on attend, c'est bien un enfant. Donc, attendre et enfant jouent un rôle dans le sens de l'expression, le sens global de l'expression, le sens phraséologique de l'expression, hein, mais c'est quand même compositionnel. C'est-à-dire, ça ne se réduit pas au sens de attendre, plus au sens de enfant. En revanche, quand vous dites des fruits de mer, les fruits de mer, mer est pertinent, hein, mer sert à, enfin disons, guide, nous guide sur le sens de l'expression complète, mais pas le mot fruit. C'est d'ailleurs, vous voyez, j'ai mis en anglais, on ne dit pas sea fruit, on dit sea food, donc nourriture de mer. Hein. Donc il y a la même différence, il y a un des 2 éléments de l'expression qui contribue à la signification d'ensemble. Donc là, on a un peu plus de difficultés de compréhension que dans le cas précédent. Et en tout cas, on s'approche de quelque chose de figé. Et puis, il y a les cas de locution forte, où là, prendre le taureau par les cornes au sens de, je ne sais pas si vous voyez cette expression, prendre le taureau par les cornes, ça veut dire prendre un problème sérieusement, se confronter très sérieusement à un problème. Bon, il n'y a pas de corne, il n'y a pas de taureau, on ne prend rien du tout. Donc là, aucun des mots de l'expression ne contribue littéralement au sens global. Hein. Il y a bien un lien métaphorique, si vous voulez, hein, avec cette idée que si on prend un taureau par les cornes, on affronte une situation difficile, je veux dire, si on le prend littéralement. Mais en tout cas, dans le sens de l'expression phraséologique, le sens phraséologique de l'expression, aucun des 2 mots ne contribue à la signification. Bien. Donc, on a 2 types d'unités lexicales, hein, les unités monolexicales, qui comportent un seul mot, et les unités polylexicales. Alors maintenant, on va s'interroger un petit peu là sur des questions un peu plus théoriques sur la particularité, donc j'ai intitulé ça « À quoi sert une unité lexicale ?» mais la question est de savoir quelle est plus précisément la contribution à la signification de l'unité lexicale. Donc c'est là qu'on va voir des problèmes parfois assez classiques. On va voir le rapport entre signe, pensée et monde qui va me conduire à vous rappeler ou à vous apprendre un certain nombre d'éléments qui viennent de l'héritage saussurien que vous êtes quand même censé connaître en licence. Ensuite, on verra un peu quelles sont les différentes composantes, les différents éléments qui composent l'unité lexicale.
Et on s'interrogera ensuite sur 3 notions, la dénomination, la catégorisation et la polysémie, qui sont des notions classiques de sémantique. Alors, d'abord, on a vu les unités lexicales, à quoi elles servent. Bon, par rapport aux unités grammaticales, on peut considérer qu'elles jouent un rôle plus important. J'ai indiqué là le télégramme parce que c'était un exemple, disons, qui montre que, en fait, d'une certaine façon, dans certaines situations de communication, on pourrait presque se passer des mots grammaticaux. Alors, le télégramme, je vous rappelle, peut-être que certains d'entre vous savent de quoi il s'agit, mais c'est un système de communication un peu, enfin, avant qu'existent évidemment les téléphones, l'Internet, enfin pas avant le téléphone, mais à la même période, pour transmettre un message à quelqu'un, on pouvait écrire un télégramme, le donner à un employé des postes qui, par téléphone, transmettait au destinataire, et puis le destinataire recevait un télégramme. Bon. Or, les télégrammes, leur prix dépendait du nombre de mots. Donc, au lieu d'écrire j'arrive à la gare de Lyon à midi, les gens disaient arrive gare de Lyon midi, arrive gare Lyon midi, voilà, par exemple. Donc c'était totalement compréhensible en fait. Bon, alors évidemment c'est une situation de communication très particulière, mais ça montre quand même que l'essentiel du sens des phrases est quand même porté par les mots lexicaux. Donc ils ont quand même une contribution au sens qui est très importante. Alors, il y a une distinction qu'il est important de préciser entre unité lexicale et concept. Est-ce que c'est la même chose, un mot et un concept? Un mot comme chaise et le concept de chaise. Un mot comme table, le concept de table. C'est quoi la différence? Alors, la différence qu'on va prendre en considération, elle est au fond assez simple. Un mot, ça a obligatoirement une partie du discours, ça a des propriétés grammaticales. Bon, une table, c'est un nom, féminin, on peut se mettre au pluriel, etc. Si je dis rapidement, c'est un adverbe qui désigne telle chose. Un mot, il a toujours une partie du discours, alors qu'un concept, il n'en a pas. Alors il y a une représentation de cela qui est assez claire chez Gustave Guillaume. Donc Gustave Guillaume, je vous en reparlerai dans la dernière partie du cours pour la sémantique grammaticale, mais je vous en dis un tout petit mot là. C'est avec Émile Benveniste, l'un des 2 plus grands linguistes du XXe siècle. C'est un linguiste assez difficile dans son approche, ce qui fait qu'il est peu travaillé depuis un certain nombre d'années, mais ça a été une école linguistique très importante. Bref, lui, il distinguait si vous voulez, pour lui, c'est un précurseur de la linguistique cognitive, donc ce qui l'intéressait, c'était cette idée qu'un mot, c'est le résultat d'un processus cognitif, en fait. Que vous compreniez ou que vous produisiez un mot, c'est le résultat d'un processus cognitif. Et il distinguait 2 étapes dans ce processus cognitif, l'idéogénèse et la morphogénèse, qu'il appelle l'idéogénèse et ce qu'il appelle la morphogénèse. Et en réalité, l'idéogénèse, c'est la formation du concept pour lui. Et la morphogénèse, vous voyez, il y a morphologie, c'est le fait que le concept soit pourvu, on lui donne des propriétés grammaticales. Donc, pas moi, si vous avez le concept de course ou de courir, c'est la même chose, le concept de course, de courir, ça c'est l'idéogénèse. L'idéogénèse, bon, on en reparlera plus tard, mais là je fais un petit teaser, comme on dit en bon français, de ce modèle du mot guillaumien, c'est la théorie du mot chez Gustave Guillaume, et cette notion d'idéogénèse, elle va vers, vous voyez, c'est une flèche qui descend
Et en fait, cette direction du haut vers le bas, c'est une direction du plus général vers le plus particulier ou le plus spécifique. Donc, si vous voulez, dans le truc le plus général, il y a chose, il y a agir, il y a des notions extrêmement générales. Et ensuite, la notion, elle se spécifie petit à petit. Hein, vous voyez, je ne sais pas moi, courir, il y a d'abord l'idée de mouvement général, et puis de mouvement humain, et puis de mouvement humain par manière naturelle, par opposition à se déplacer en voiture, par exemple. Et puis, il y a le mouvement humain rapide ou lent, la marche ou la course. Oui. Et donc, petit à petit, on arrive à des spécifications pour arriver à un concept précis, hein, courir ou la course. Bon. Donc, au terme de l'idéogénèse, j'ai un concept particulier, hein, qui a été obtenu, comme le dit Guillaume, par extraction d'une notion particulière à partir de l'ensemble du pensable. L'ensemble du pensable, l'ensemble de tout ce qu'on peut penser, de tout ce qu'on peut avoir à l'esprit, il y a une opération qui a été une opération de sélection progressive, de construction plutôt que de sélection, de construction progressive d'un sens très spécifique, très particulier. Et ce sens particulier, bon, mettons l'idée de course ou l'idée de courir, à ce stade-là, c'est un concept. Mais ensuite, avec la morphogénèse, ça va devenir soit le verbe courir, soit le nom, la course. Et la morphogénèse va donner des propriétés au concept, des propriétés grammaticales. Bon, par exemple, si ça devient le nom, la course, la propriété, c'est qu'il aura un genre, il va être féminin, donc il va pouvoir s'accorder, générer des accords d'adjectifs au féminin aussi, etc. Et si c'est courir, il va se conjuguer à différents temps et différents modes, etc. Hein, d'accord ? Donc vous voyez, on a cette différence entre le concept qui serait un concept sans partie du discours, et au fond, les concepts, vus de ce point de vue-là, ils peuvent être communs à différentes langues. Hein. Le concept de table, de chaise, etc., que vous considériez la langue française, la langue italienne, chinoise ou n'importe quoi, ça reste le même concept. Mais le mot, lui, va être différent parce qu'il aura des propriétés grammaticales différentes. Alors, cette question, c'est quand même une question théorique importante de savoir si les concepts sont effectivement communs d'une langue ou d'une culture à l'autre. Hein, je vais y revenir. Alors, un autre point de vue complètement différent, c'est le point de vue saussurien. Alors là, il faut que je vous rappelle des notions que vous avez peut-être déjà vues, mais pas forcément tous et toutes, puisque je sais que certains d'entre vous viennent plutôt de parcours littéraires, donc vous avez peut-être échappé à une formation de base sur Saussure. Donc, parmi vous, qui serait capable d'expliquer ce que c'est que la théorie de la valeur chez Saussure ? Personne, d'accord ? Est-ce que parmi vous, certaines ou certains ont déjà entendu parler de Saussure, ont eu un cours ou deux sur Saussure ? Oui ? Quelques-uns quand même ? D'accord, mais pas tous, effectivement. Donc, alors Saussure, il est connu pour un livre qu'il n'a pas écrit lui-même, qui s'appelle Le cours de linguistique générale, qui est en fait un livre donc très célèbre, c'est vraiment la linguistique contemporaine, disons la forme contemporaine qu'a pris la linguistique, c'est beaucoup fondé sur ce livre-là, tout au moins en Europe. Ce n'est pas tout à fait le cas aux États-Unis, mais en Europe, la linguistique a été vraiment construite à un moment donné sur ce livre, Cours de linguistique générale. Ce livre, en fait, il a été fait après la mort de Saussure par ses élèves. Il avait fait des cours à l'Université de Genève, 3 cours de linguistique générale, et puis, devant un petit nombre d'élèves, je veux dire un tout petit nombre, moins de 10, certains de ses élèves ont pris des notes. Et à partir de ces notes, deux des élèves, Bally et Séchehet, ont rédigé ce livre, Le cours de linguistique générale de Saussure, parce que c'était tout à fait nouveau. Donc, alors, parmi mes collègues linguistes, il y a en particulier lié à Genève, parce qu'il y a un centre Saussure à Genève, mais il y a un certain nombre de linguistes qui sont vraiment spécialisés dans la linguistique de Saussure et qui travaillent beaucoup sur le rapport entre les notes des étudiants de Saussure et les vrais textes de Saussure. Parce que Saussure, on a retrouvé des textes de lui, donc ce n'est pas la même chose, vous voyez, les textes écrits par Saussure, les articles qu'il avait écrits, il a écrit un mémoire, c'était vraiment
espèce de surdoué, hein, Saussure. Il a écrit un mémoire à une vingtaine d'années sur les voyelles de l'indo-européen, où il a découvert un truc incroyable. Bon, bref. Donc c'est vraiment quelqu'un qui a marqué son époque très jeune, hein, et qui a travaillé après sur toutes sortes de sujets. Mais il y a donc un problème de la relation entre ce texte, le cours de linguistique générale, qu'il n'a pas écrit et qui contient un certain nombre d'idées dont certains linguistes considèrent que c'est une déformation de la vraie pensée de Saussure. Hein. Bon, donc je ne vais pas insister, mais il y a toute une discussion sur le statut de ce texte, le cours de linguistique générale. Il demeure que ce texte, qu'il reflète ou non la pensée réelle de Saussure, c'est un texte qui a marqué l'histoire des idées d'une manière très forte et qui a été à l'origine de tout un courant de pensée qu'on appelle le structuralisme. Et ce structuralisme, il est fondé sur une idée, si vous voulez, l'idée de base quand même du structuralisme, c'est ce qu'on va appeler la théorie de la valeur, et c'est ça que je voudrais vous expliquer. Alors, chez Saussure, il y a une théorie du signe, qui est assez connue quand même, hein, où il considère que le mot contient deux éléments. Alors, au départ, il l'appelle concept et image acoustique. Donc là, j'ai trouvé une image, c'est en anglais, mais ça veut dire la même chose. Concept, sound, image. C'est en français concept, image acoustique. Et un peu plus tard, il utilise plutôt les termes signifié et signifiant. Hein, signifié, c'est la signification. Signifiant, grosso modo, c'est le son ou l'écrit associé à la signification. Hein. Donc, par exemple, ici, il y a le concept d'arbre, et puis en latin, arbor, qui va être le signifiant. Mais, bon, évidemment, image acoustique, ça limitait le signifiant au signifiant oral, mais quand vous lisez, vous avez un signifiant écrit. Hein, donc, c'est vrai que ce n'était pas forcément une dénomination très, très pertinente. Alors, maintenant, je vais vous proposer quelques diapositives dans lesquelles j'ai repris 2 ou 3 extraits du cours de linguistique générale pour qu'on se confronte quand même directement à ce texte. Alors, voici ce qui est dit, donc, aux pages 157-158, là où, dans un chapitre où Saussure développe cette théorie du signe, avec signifié et signifiant. Prenons tout d'abord la signification telle qu'on se la représente et telle que nous l'avons figurée, page 99, donc c'est avec ce schéma signifié, signifiant. Donc, il s'interroge sur la nature de la signification. Qu'est-ce que c'est que la signification? Donc, dans ce schéma, la signification n'est, comme l'indiquent les flèches de la figure, que la contrepartie de l'image auditive. Tout se passe entre l'image auditive ou signifiant. Hein. Il faut comprendre image auditive ou signifiant. Tout se passe entre l'image auditive et le concept dans les limites du mot, considéré comme un domaine fermé existant pour lui-même. Bon, donc l'idée là, c'est qu'on a 2 faces du signe, une face sens et une face forme, si vous voulez, qui est limitée là au son, hein, mais ce n'est pas obligatoirement du son. Et ce sont les 2 faces d'une... C'est le recto et le verso, il dit à un moment donné, c'est le recto et le verso d'une feuille de papier. Enfin, quand je dis « il dit hein, », c'est dans le texte du cours de linguistique générale, ce n'est pas forcément Saussure qui dit cela, mais c'est le recto et le verso d'une feuille de papier. Donc c'est indissociable. Mais voici l'aspect paradoxal de la question. Je poursuis la lecture. D'un côté, le concept nous apparaît comme la contrepartie de l'image auditive dans l'intérieur du signe, et de l'autre, ce signe lui-même, c'est-à-dire le rapport qui relie ces 2 éléments, est aussi et tout autant la contrepartie des autres signes de la langue. Donc, là, il va introduire, au-delà de simplement la relation signifié-signifiant, la relation, comme l'indique le schéma en bas, là, entre les signes. Puisque la langue est un système dont tous les termes sont solidaires et où la valeur de l'un ne résulte que de la présence simultanée des autres selon ce schéma, donc là la phrase se continue dans la diapo d'après, mais je veux simplement insister sur le fait qu'on passe donc de flèches qui relient signifiant à signifié à des flèches qui relient les signes entre eux. Hein.
Et sa question, ça va être, c'est quoi la signification? Est-ce que c'est le rapport des signes entre eux, la flèche qui indique les liens des signes entre eux, ou est-ce que c'est uniquement le rapport entre signifiant et signifié? Alors donc, je reprends la phrase. Puisque la langue est un système dont tous les termes sont solidaires et où la valeur de l'un ne résulte que de la présence simultanée des autres selon ce schéma, comment se fait-il que la valeur ainsi définie se confonde avec la signification, c'est-à-dire avec la contrepartie de l'image auditive? Il semble impossible d'assimiler les rapports figurés ici par les flèches horizontales à ceux qui sont représentés plus haut par les flèches verticales. Autrement dit, pour reprendre la comparaison de la feuille de papier qu'on découpe, on ne voit pas pourquoi le rapport constaté entre les différents morceaux n'est pas distinct de celui qui existe entre le recto et le verso d'un même morceau, soit A', BB', etc. Bon. Donc, sa question, c'est de dire, bon, bah, on a du mal à savoir quel est le... On a du mal à comprendre le lien entre ces deux conceptions de la signification. Hein, la signification comme relation signifié-signifiant et la signification comme opposition des signes entre eux. Parce que, évidemment, le sens d'un mot dépend de ses relations avec les autres mots. Pour répondre je reprends la lecture. Pour répondre à cette question, constatons d'abord que, même en dehors de la langue, toutes les valeurs, alors là, il considère la notion de valeur au-delà de la linguistique, hein, toutes les valeurs semblent régies par ce principe paradoxal, elles sont toujours constituées, donc ça c'est l'idée générale de valeur, par une chose dissemblable susceptible d'être échangée contre celle dont la valeur est indéterminée, et par des choses similaires qu'on peut comparer avec celle dont la valeur est en cause. Donc ça c'est abstrait, voici l'exemple qu'il donne. Ainsi, pour déterminer ce que vaut une pièce de 5 francs, les francs suisses de l'époque, il faut savoir qu'on peut l'échanger contre une quantité déterminée d'une chose différente, par exemple du pain. Donc, avec 5 francs, avec un peu d'argent, vous pouvez récupérer autre chose. D'accord ? Ça, c'est pareil que le lien signifiant-signifié, parce que signifiant-signifié sont deux choses de nature complètement différente. Hein. Donc ça, c'est la première relation. Deuxièmement, qu'on peut la comparer avec une valeur similaire du même système, par exemple une pièce d'1 franc, ou avec une monnaie d'un autre système, $1. Donc, par ailleurs, votre pièce de 5 francs, elle s'inscrit dans un système où il y a d'autres, disons, c'est l'équivalent, par exemple, de 5 pièces de 1 franc, ou de X $, etc. Donc il y a des systèmes d'équivalence aussi. Donc, qui dit système d'équivalence dit que ça a la même signification. Hein. Bon. De même, un mot peut être échangé contre quelque chose de dissemblable, une idée. En outre, il peut être comparé avec quelque chose de même nature, un autre mot. Sa valeur, hein, donc vous voyez le parallèle, hein, on peut échanger un mot contre quelque chose de différent. Alors quand il dit un mot, ici, il vise uniquement le signifiant. Hein. Un signifiant peut être échangé contre autre chose, c'est-à-dire une idée, donc un signifié. En outre, il peut être comparé avec quelque chose de même nature, un autre mot, c'est-à-dire un autre signe ou un autre signifiant. Sa valeur n'est donc pas fixée tant qu'on se borne à constater qu'il peut être échangé contre tel ou tel concept, c'est-à-dire qu'il a telle ou telle signification. Il faut encore le comparer avec des valeurs similaires, avec les autres mots qui lui sont opposables. Son contenu n'est vraiment déterminé que par le concours de ce qui existe en dehors de lui. Faisant partie d'un système, et ça c'est vraiment la notion absolument fondamentale, il est revêtu non seulement d'une signification, mais aussi surtout d'une valeur, et c'est tout autre chose. Donc là on parle, vous voyez, on introduit la notion de système, c'est-à-dire que cette espèce de petit schéma rudimentaire là, où on voit des signes reliés horizontalement par des flèches, il faut imaginer l'ensemble des mots d'une langue ou d'un sous-système de la langue comme étant une espèce de systématique, c'est-à-dire un réseau organisé de relations entre des signes. Alors, il va donner un exemple qui montre l'intérêt de cette analyse. Le français mouton peut avoir la même signification que l'anglais sheep, mais non pas la même valeur.
et cela pour plusieurs raisons. En particulier parce qu'en parlant d'une pièce de viande apprêtée et servie sur la table, l'anglais dit mutton et non sheep. La différence de valeur entre sheep et mouton tient à ce que le premier a à côté de lui un second terme, ce qui n'est pas le cas pour le mot français. Alors qu'est-ce que ça montre, cet exemple tout simple de mouton, sheep? Bon, en français, vous avez le mot mouton. En anglais, vous avez deux mots pour dire mouton. Vous avez le mot sheep qui désigne le mouton, l'animal vivant, enfin, ou mort, mais l'animal entier. Et puis vous avez mutton qui est la viande de mouton. Bon. Alors, si on veut parler en français ou en anglais d'un mouton dans un pré qui est en train de se promener, on va pouvoir dire soit mouton, soit sheep. Et donc, dans ce cas-là, si j'assimile signifié et référence, pas la même chose, hein, et d'ailleurs un certain nombre de commentateurs ont considéré que là, le cours de linguistique générale faisait une confusion. C'est vrai, si on le dit comme ça, il y a une confusion entre signifié et référent, mais bon, peu importe, là, restons sur l'idée simplement que le mot sheep comme le mot mouton peuvent tous les deux désigner la même chose. Donc, le rapport signifiant-signifié, ils ont la même signification dans ce sens-là, hein, puisque dans les deux cas, j'utilise un certain signifiant pour un certain signifié ou un certain référent. D'accord ? Donc, ils ont la même signification. Mais ils n'ont pas du tout la même valeur, parce que si je prends l'opposition des signes entre eux, eh bien, le mot mouton en français, il s'oppose à quoi? À d'autres noms d'animaux, comme brebis, vache, je ne sais quoi. Hein. Mais il n'y a pas en français cette opposition entre mouton et mutton, entre le mouton, l'animal, et la viande de mouton. Donc, dans la mesure où il n'y a pas cette opposition-là, il n'y a pas le même réseau de signification, donc il n'y a pas la même valeur. Donc on ne peut pas vraiment dire qu'ils ont la même signification, parce qu'ils n'ont pas le même signifié, du coup. Parce que le signifié du mot sheep, en anglais, il retient obligatoirement l'idée que c'est un mouton et ce n'est pas de la viande de mouton. Alors que le signifié du mot mouton en français, il s'applique aussi bien à la viande de mouton qu'au mouton. Donc ce n'est pas le même sens, ce n'est pas le même signifié. D'accord ? C'est ça la théorie de la valeur. Donc, c'est important parce que, bon, il y a toutes sortes d'autres exemples. Là, je pourrais aussi prendre l'exemple, il y a un autre exemple dans le cours de linguistique générale que je n'ai pas pris ici, qui me revient à l'esprit, là, c'est l'exemple de craindre, redouter, avoir peur. Vous voyez, il dit, en français, vous avez trois mots ou expressions qui ont des nuances de sens, hein, craindre, redouter, avoir peur. Donc, si on imagine une zone de signification couverte par ces trois expressions, que se passerait-il si une des expressions tombait en désuétude? Si par exemple, craindre, c'était perçu comme vieillot et qu'on ne l'utilisait plus, et qu'on n'utilisait plus que redouter et avoir peur. Est-ce qu'il y aurait un trou dans la signification, du coup? Est-ce que ce qui était porté par craindre disparaîtrait? Bon, la réponse de Saussure, c'est non, parce que c'est un réseau d'opposition. Donc, la zone sémantique qui était couverte par les trois mots, elle va être couverte par les deux, désormais. Et simplement, le sens de chacun des deux va être un peu modifié, mais c'est un système de valeurs, donc c'est un système d'opposition. Donc, en fait, on appelle ça aussi la théorie différentielle du signe. Ça veut dire que les signes linguistiques se caractérisent non pas par leur propriété intrinsèque, hein, mais par simplement leurs oppositions à d'autres signes. C'est une espèce de définition comme une espèce de systématique d'opposition. Alors, ça veut dire que c'est une théorie binaire du signe. Chez Saussure, il n'y a que le signifiant et le signifié. Il y a deux choses qui sont absentes chez Saussure, c'est le référent, le monde externe, et l'esprit, la dimension cognitive. Alors,
À cet égard, du coup, c'est une théorie très particulière parce que quand vous prenez, là j'ai repris cette liste de théories du signe d'un site internet de sémiotique assez intéressant d'ailleurs, vous voyez que les théories du signe, la plupart du temps, elles sont ternaires. Il y a 3 éléments. Il y a la forme, alors là, signifiant, saussure, c'est un peu une erreur parce que ce n'est pas sur le même plan que les autres. Hein. Mais donc, dans les théories du signe, il y a l'idée qu'il y a une forme qui se rapproche de l'idée de signifiant de saussure. Il y a l'idée qu'il y a un contenu, un sens, qui peut être vu comme un concept, comme un état de conscience, etc. Et puis, il y a la chose désignée. D'accord ? C'est toujours ternaire. Mais chez Saussure, il y a cette idée que si je commence à faire entrer le référent dans la description linguistique, eh bien, je vais manquer la description parce que je risque de sombrer dans ce qu'il appelle Saussure une conception nomenclaturiste de la langue. Qu'est-ce qu'il veut dire par là, une conception nomenclaturiste de la langue? Il veut dire par là qu'il y a une vision fausse de la langue à laquelle il s'oppose, qui serait que les mots, pour se limiter aux éléments, disons lexicaux, sont des sortes d'étiquettes posées sur les choses du monde. C'est-à-dire que vous avez un monde qui est organisé d'une certaine façon, dans lequel il y a des chaises, des tables, des restaurants, des moutons, etc. Et en fait, toutes ces réalités, la langue les étiquette avec des mots. Donc il y a le monde d'abord, et ensuite la langue qui va décrire les éléments de cette ontologie, enfin, disons, qui compose le monde. Alors, Saussure s'oppose à cette description, tout simplement parce que son exemple comme sheep, mutton, là, ça montre bien que ça ne marche pas comme ça dans les langues. C'est plutôt le contraire. C'est les langues qui, en fonction des oppositions qu'elles utilisent, vont produire une description du monde dans laquelle soit il y a une distinction nette entre le mouton et la viande de mouton, soit il n'y a pas cette distinction. Mais ce n'est pas que dans la réalité, il y a le mouton et la viande de mouton, et que du coup, dans les langues, il y aura forcément cette distinction. Non. Donc, si on part d'une description du monde et qu'on dit que le langage, c'est une façon de nommer les objets du monde, eh bien, on verse dans ce que Saussure, enfin ce que le cours de linguistique générale, pour être plus précis, nomme une conception nomenclaturiste de la langue. Et donc, avec sa théorie binaire, juste signifiant-signifié, avec la théorie de la valeur, eh bien, on échappe à cet inconvénient, à ce défaut. Bien. Alors, au total, si on veut décrire les différentes unités qui constituent l'unité lexicale, les différents éléments, qui constituent l'unité lexicale, on a d'abord le signifiant. Alors, le signifiant, là, pour le mot homme, par exemple, l'unité lexicale homme. Je l'ai indiqué en alphabet phonétique international, là, le signifiant homme comme en alphabet phonétique international, comme l'ensemble de graphèmes donc à l'écrit, homme à l'écrit, et puis j'ai ajouté les gestes en langue des signes. Vous avez les signifiants gestuels en langue des signes pour désigner un certain nombre de choses. Donc, là où il y a une petite subtilité, c'est qu'il faut distinguer le signifiant de la réalisation ou de la perception du signifiant. Le signifiant en lui-même, c'est quand même une abstraction. C'est une abstraction parce qu'en réalité, je ne sais pas moi, si vous demandez à quelqu'un de prononcer une phrase en français, plutôt, si vous demandez à plusieurs personnes différentes de prononcer un texte, n'importe quoi, une phrase en français, cette phrase ou ce texte, en alphabet phonétique international,
il va être écrit de la même façon, quelle que soit la personne qui parle. Mais en fait, selon la personne qui parle, bien, il y aura des nuances dans la réalisation des phonèmes. Certes, si vous imaginez un enregistrement des ondes acoustiques produites par les personnes, selon que la personne a la voix plus grave ou plus aiguë, selon si la vitesse d'élocution est grande ou petite, selon le type de prononciation, je ne sais pas moi, le R par exemple en français, il peut être prononcé de toutes sortes de façons différentes sans que ça change du tout le sens. Donc on va avoir dans la réalisation du signifiant des variations qui ne sont pas prises en compte par le signifiant lui-même, qui est une abstraction à l'égard des différentes réalisations possibles. Et on a la même chose, du coup, du point de vue de la perception. Oui ? Alors, en fait, ça dépend. C'est-à-dire que, je ne sais pas moi, si la différence d'accent repose sur l'opposition entre un O ouvert et un O fermé, hein, par exemple, je ne sais pas, il y a un exemple typique, voyez, entre le sud de la France où le O fermé, on ne fait pas de différence entre il saute, S-A-U-T-E, et saute, S-O-2-T-E. Alors, en français standard, on va dire, il y a une opposition entre un O fermé, il saute, et un O ouvert, elle est saute. Mais dans le sud de la France, on dit il saute. C'est-à-dire on dit un O ouvert tout le temps dans cette situation-là. Alors là, oui, on va entre il saute et il saute, il y a une différence de notation d'alphabet phonétique. Donc il y a certaines des différences qu'on va pouvoir noter, mais d'autres ne se notent pas. Le fait que la voix soit plus ou moins grave ou aiguë, le fait que... Bon, voilà. Donc il y a toutes sortes de différences dans la prononciation. Il y a un exemple, c'est plus parlant à l'écrit, voyez. Bon, ben là, je n'ai pas de feutre pour vous montrer, mais c'est facile à expliquer. Prenez les graphèmes, hein, l'écriture. C'est un autre signifiant, on est d'accord, hein, c'est une façon de noter la signification. Les différents graphèmes, je ne sais pas moi, le T, le L, etc. Bon, ben, vous savez reconnaître, quand vous apprenez à lire, hein, vous apprenez à reconnaître les graphèmes et à les associer à des phonèmes. Bon. Mais quand vous prenez un T, ben, il y a un certain nombre de contraintes pour le T. Il faut qu'il y ait une barre verticale, qu'il y ait un petit trait horizontal. Mais en fait, d'une personne à l'autre, ben, l'écriture est différente. Hein, l'écriture est totalement différente. Il y a des gens qui vont écrire le T bien droit, d'autres il va être penché à droite, d'autres penché à gauche. Donc, si vous voulez, du point de vue de la reconnaissance, du graphème, si vous êtes un peu entraîné, ben, ça ne pose pas trop de problèmes. Mais vous donnez des écritures manuscrites à des enfants qui sont en train d'apprendre à lire, c'est impossible pour eux. Hein. Ils sont obligés d'apprendre avec des formes de lettres très standards. Donc, vous voyez que cette variation dans les différentes façons d'écrire des lettres, et au point que certaines écritures sont difficilement lisibles parce que la frontière entre telle ou telle lettre va être trop faible. Hein. Vous voyez, par exemple, si votre barre du T elle est trop petite, on va confondre avec un L et du coup l'écriture va devenir illisible. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous diminuez la barre du T et que le T finit par se confondre avec un L, bah, du point de vue de la théorie de la valeur, du point de vue de l'opposition dont on a besoin entre le graphème T et le graphème L, ben, ça ne fonctionne plus, il n'y a plus l'opposition. Donc, ce que je veux dire avec cet exemple, c'est que le simple fait qu'il existe des écritures différentes pour les mêmes lettres ben, montre qu'il y a une différence entre le signifiant et la réalisation du signifiant. Le signifiant T, ben, je peux l'écrire comme ça, comme une espèce de modèle, un T bien dessiné, mais en fait, chacun, en écrivant, va avoir son style d'écriture particulier et du coup, va réaliser ce signifiant graphique différemment. Bon, ben, c'est exactement la même chose du point de vue oral. Hein. On a la différence entre le signifiant et la réalisation du signifiant. Alors, les autres éléments, je finis ça et puis après on fera une petite pause. Les autres éléments, eh bien, c'est le signifié, ça
Donc, dans le cas du mot homme, il y a deux significations. Hein. Je ne vais pas insister parce que j'en ai déjà parlé dans le premier cours de l'année. Il y a le homme au sens de être humain et puis homme au sens de mâle adulte de l'espèce humaine. Hein. Donc, homme par opposition à femme ou par opposition à enfant. Vous vous souvenez, on avait parlé en raison de l'histoire du Panthéon, là, aux grands hommes, la patrie reconnaissante, hein, donc, où homme signifie humain. Et bon, bah voilà, pour l'instant c'est comme ça, hein, mais il est possible que le sens de homme comme au sens d'humain petit à petit disparaisse, qu'il soit de moins en moins employé et qui finisse par apparaître comme désuet. Bon, ensuite il y a le référent, c'est-à-dire la personne désignée par le mot homme. Hein, bon, par exemple, un homme idéal ici, il faut avoir un déterminant pour passer de la langue au discours, donc que le mot finisse par désigner quelqu'un ou quelque chose de particulier. Et puis, ensuite, vous avez le concept d'homme. Donc là, il y a deux concepts. Hein. Le signifié homme regroupe le signifié de homme. En fait, alors, vous pouvez dire il y a deux signifiés, mais il y a deux concepts. Hein. C'est-à-dire, il y a le concept d'humain et puis le concept d'humain mâle adulte. D'accord ? Et ça va nous amener vers la notion de catégorie dont on va parler plus longuement, soit aujourd'hui, soit la semaine prochaine. Voilà, je fais une petite pause d'une dizaine de minutes et puis je reprends tout de suite après. Très bien, alors reprenons donc sur la notion de concept. Hein. Je voudrais préciser deux choses sur le concept et le référent. D'abord, le référent, la chose désignée par l'unité lexicale, elle peut très bien être imaginaire, mais malgré tout stable culturellement. Vous voyez, le Père Noël, les licornes, bon, ça n'existe pas. Hein. J'espère que je ne déçois personne en disant cela. Mais il n'empêche que la licorne et le Père Noël ont des caractéristiques culturelles qui sont reconnaissables. Hein, le Père Noël, il a une barbe blanche, un habit rouge, etc. La licorne, bon, bah, je ne vais pas vous faire un dessin. Bon, donc, même si la chose désignée n'existe pas, il y a quand même un référent. Hein, que le référent soit réel ou imaginaire, ça ne change pas, ça ne change pas le fait qu'il y a effectivement un référent. Hein. Ce n'est pas parce que le Père Noël n'existe pas qu'on va dire que le mot Père Noël n'a pas de référent. Il réfère à un objet imaginaire, mais un objet qui est oui, je pense que vous devriez changer de place parce que effectivement il y a trop de soleil là. Peut-être vous pouvez vous mettre devant là, hein, ça sera mieux. Voilà, donc ça c'est le premier point, le référent peut être imaginaire. Et puis, deuxième point, évidemment très important et qui pose toutes sortes de problèmes à la fois de linguistique et de philosophie du langage, c'est que certains concepts ne sont pas sémiotisés dans certaines langues. Qu'est-ce que je veux dire en disant sémiotisés ? Ben, il y a des langues pour lesquelles, pour certains concepts, vous n'avez pas de mots. Bon, alors on a vu avec l'exemple élémentaire de Sheep et Mutton, mais vous voyez, il y a une liste de toutes sortes de cas que j'avais trouvés dans une source, bon, peu importe son intérêt, des petits exemples de langues un peu exotiques par rapport à nous, dans lesquels vous avez des concepts qui sont sémiotisés. Bon, alors par exemple, berlenggang, là en indonésien, marcher avec grâce en tenant sa main sur sa hanche. Donc, on voit bien ce que ça peut vouloir dire. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas le mot dans notre langue qu'on ne peut pas avoir le concept dans notre esprit. Simplement, il se trouve que ça change quoi le fait qu'il y ait un mot ou pas ? Ça veut dire que dans la culture considérée, cette expression, ce mot, a une importance d'une certaine façon. Enfin, le concept a une certaine importance. Et le fait que le mot existe, indique que ça fait partie, disons, de l'appareil culturel de la langue considérée. Alors, bon, il y a toutes sortes de choses plus ou moins exotiques. Hein. Teguk, là, je ne sais plus dans quelle langue c'est peut-être encore en malais. Boire d'énormes gorgées à la bouteille, vous voyez, bon, ça, c'est facile à imaginer. Mais on n'a pas de mot, nous, pour ça. D'accord ? Alors,
évidemment, là on tombe sur quelque chose, sur un débat classique, si vous voulez, de la philosophie du langage. C'est est-ce que le fait de ne pas avoir de mots pour désigner quelque chose signifie qu'on n'a pas le concept? Bon, là je viens de vous répondre, non. On peut très bien récupérer le concept, même si on n'a pas de mots. Alors parfois c'est compliqué, mais souvent, ce n'est pas si compliqué que ça. Vous voyez, tous les exemples qui sont donnés ici, il est facile d'imaginer, de retrouver le concept. Mais qu'est-ce que ça change d'avoir ou pas le concept? Ça change sans doute quelque chose quand même. Ça change quelque chose, et on imagine assez facilement que ça puisse changer quelque chose en termes de perception de certaines réalités culturelles. Et pour illustrer cette idée, je vais prendre un exemple que vous connaissez toutes et tous, et qui est un exemple de sémiotisation récente d'un concept qui pourtant existait depuis longtemps, c'est le mot féminicide. Le mot féminicide. Bon, le mot féminicide, il est apparu dans les dictionnaires, je ne vais pas vérifier, mais assez récemment, pour désigner le meurtre d'une femme parce qu'elle est une femme, en général par un conjoint ou par un homme. Si par exemple, une femme se fait tuer dans un accident de voiture par quelqu'un qui roulait, ce n'est pas un féminicide, d'accord, c'est un accident dramatique, etc., mais ce n'est pas un féminicide. Un féminicide, ça désigne un type d'assassinat d'une femme particulier. Alors, évidemment, qu'est-ce que le fait que ce mot, maintenant, il est utilisé dans les médias de manière extrêmement courante. Ça, ce serait facile de voir, vous voyez, sur dans la banque de données, la base de données Europress. Je ne sais pas si vous connaissez cela. À partir de l'accès ENT, à partir du lien qui vous mène à la bibliothèque, à la BIS, là, sur le NT, vous avez accès à une base de données, je vous invite à aller jeter un coup d'œil, c'est intéressant, qui s'appelle Europress, dans laquelle vous avez Europress, oui, avec un E à la fin, en un seul mot, et vous avez dans Europress toute la presse nationale, une partie de la presse régionale, et même au-delà de la France, enfin la presse francophone au-delà de la France en partie, et donc vous pouvez sélectionner les journaux, vous pouvez sélectionner la période, et sur une je n'ai pas fait le travail, mais si j'ai le temps, je vous montrerai la semaine prochaine, on peut très bien voir à quel moment le mot féminicide commence à se développer dans la presse. Bon. Il se trouve que ce mot, il est maintenant couramment employé. Eh bien, on ne peut pas dire que ça ne change rien. Je veux dire, certes, avant que ce mot soit utilisé et diffusé, la réalité qu'il désigne, le concept désigné, existait, bien sûr. Le fait que dans, tout au moins pour parler simplement de la société française, parce que je n'ai pas vérifié dans d'autres pays comment s'il y a un mot équivalent, etc., mais dans la société française, ça a changé quelque chose dans les représentations. C'est-à-dire que maintenant, on a une perception plus nette, plus précise de la violence masculine à l'égard des femmes. Et ça, c'est pas juste, comment dire, qu'on a mis une espèce de petite étiquette sur un concept existant. On a le but, en tout cas des féministes, au moment de l'introduction, enfin le but, je pense que c'était même pas un but comme tel, c'est venu comme une espèce d'évidence qu'il fallait utiliser ce mot à un moment donné. Eh bien, ça a changé notre perception de ces réalités meurtrières. Ça a changé notre perception. Donc, on peut dire quand même que le fait qu'un concept soit ou non sémiotisé peut changer la perception, ou alors, peut-être que c'est dans l'autre sens que ça marche, c'est-à-dire que le fait qu'un concept s'installe dans une société, enfin le fait qu'un mot
s'installe dans une société, que la sémiotisation d'un concept s'installe dans une société, ça montre que la société était mûre pour accueillir la représentation désignée. Je vous donne un contre-exemple, justement, une tentative sur le même modèle. En France, l'extrême droite a essayé d'introduire et de diffuser le terme de francocide. Vous avez peut-être déjà entendu ça, francocide. Francocide, ça voudrait dire qu'on tue un Français parce qu'il est français. En général, évidemment, c'est présupposé que c'est un étranger qui va tuer un Français. Donc vous voyez bien la portée politique de ce... Bon, bah alors, ça a été tenté par des personnes politiques, des personnages politiques d'extrême droite, mais ça n'a pas pris dans la société française. Ce n'est pas du tout un mot qui s'est diffusé. C'est un mot que vous allez trouver dans des sites vraiment très très à droite, etc. Mais ça n'a pas fonctionné, ça n'a pas marché. Alors, il y a différentes façons de comprendre cela. Soit c'est qu'en réalité, les gens ne... Parce que si on compare le francocide et féminicide, vous voyez, on n'a pas fait de sondage, on n'a pas demandé aux gens s'ils étaient d'accord pour que féminicide, on l'accueille dans la langue française, etc. Ça s'est fait d'une manière un peu, j'allais dire, naturelle, mais ça s'est fait dans l'évolution des usages. Les gens ont accepté cela, c'est aussi les médias qui l'ont diffusé, sans doute, mais ça a quand même été accepté dans les usages. Et à l'inverse, le mot francocide, lui, n'a pas du tout été accepté dans les usages parce que je suppose que la plupart des gens perçoivent que ça ne correspond pas à une réalité prégnante dans la vie courante, quoi, si vous voulez. Bon. Alors, il y a un autre genre d'explication que j'ai trouvé dans une intervention de peut-être quelqu'un que vous connaissez qui s'appelle Clément Viktorovitch. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. C'est quelqu'un qui vient des études politiques. Il a fait un doctorat en sciences politiques, lui, mais il s'est intéressé à la rhétorique, au débat parlementaire, bon, bref. Et il fait un travail quand même très intéressant de vulgarisation des notions de rhétorique, surtout plus que de linguistique. Et alors, je suis tombé par hasard sur une vidéo dans laquelle il parle de ça, francocide. Mais lui, il donne une autre explication. Il donne une explication en disant une explication fondée plutôt sur une thèse nomenclaturiste, si on veut, c'est-à-dire sur l'idée que la notion de francocide, ça se rejoint, si vous voulez, quand même, les deux explications. La notion de francocide ne correspondrait pas à une réalité sociétale systémique, alors que le féminicide, oui. Donc, si vous voulez, c'est le raisonnement dans l'autre sens. Lui, il va considérer, par exemple, pourquoi pas, je veux dire, on peut défendre cette idée, que c'est parce que ça n'est pas une réalité sociale que le mot est vide de sens. En quelque sorte, le mot francocide serait vide de sens et donc inutilisé. Alors que féminicide, lui, correspond à des meurtres systémiques, etc. Donc, ce qu'on appelle systémique, c'est-à-dire vraiment une sorte de réalité sociale attestée statistiquement, etc. Et donc, ce serait pour cette raison que féminicide, ça fonctionne. Bon. Mais voyez, moi, l'explication que je vous donne, elle marche dans l'autre sens. C'est-à-dire que le personnel politique, enfin, je veux dire les médias, les hommes politiques, etc., et hommes-femmes politiques, ils passent leur temps à essayer d'introduire des mots dans le discours pour influencer l'esprit des gens. Donc, vous voyez, ça montre bien que la sémiotisation des concepts, ou en tout cas, les publicitaires, les personnages politiques, pensent, eux, que ça va influencer les personnes. Donc, moi, l'explication que je vous donne, oui, je prends votre question tout de suite. L'explication que je vous donne, c'est plutôt de considérer que l'observation des usages linguistiques traduit le fait qu'une réalité est perçue ou non par une population. Et moi, je considère que le fait que francocide n'ait pas marché, que ce mot, malgré ses tentatives d'introduction, soit resté quelque chose de totalement, comment dire,
secondaire, et que le mot n'ait pas eu de succès dans la société française, montre que la société française ne perçoit pas ce concept comme quelque chose qui mérite en quelque sorte d'être sémiotisé, alors que c'est l'inverse pour Francocide. Alors, oui. 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 Oui, oui, oui. Alors, c'est un très bon exemple. J'avais pris, vous vous souvenez peut-être dans un cours antérieur, l'exemple de populisme. Hein. Populisme, voilà, c'est aussi un mot qui est... Alors, c'est un problème un peu différent, mais vous avez raison, ça rejoint la question de savoir est-ce que le mot va désigner un concept précis ou pas ? Hein, parce que c'est une chose que ce soit sémiotisé ou pas, mais une fois qu'on a un mot, donc que ça sémiotise quoi exactement? Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Et en effet, on a toutes sortes de situations dans lesquelles on a des mots qui sont suremployés dans la sphère médiatique et qui souvent circulent, si vous voulez, dans tous les sens. C'est-à-dire que, par exemple, mais ce serait la même chose avec woke. Hein. Populisme, ça a été perçu au départ plutôt comme quelque chose de négatif, hein, donc une critique. Je veux dire, quand on traite un homme politique ou une femme politique de populiste, c'est plutôt évidemment une caractérisation négative. Mais à un moment donné, certains hommes politiques l'ont repris en disant « mais oui, moi je suis populiste, je m'affirme populiste parce que je suis au service du peuple, etc. etc. » Donc, c'est un peu l'idée dans woke, on va appeler ça le retournement du stigmate, hein, c'est-à-dire que les gens maintenant, vous avez des personnes qui disent « mais oui, bien sûr, je suis woke, moi, parce que j'estime que... je retourne l'accusation, la critique en une espèce de valeur positive. Hein. Donc il y a ça qui joue et qui évidemment du coup brouille complètement les significations. Alors si on voulait, là je ne vais pas improviser hein, sur woke, sur populisme, mais c'est vraiment un sujet sur lequel il y aurait plein de choses à dire tout à fait intéressantes. Oui. Oui, le grand remplacement. Oui, voilà, encore un exemple. Alors ça, d'ailleurs, vous voyez, c'est un exemple pas de pragmatème, mais de locution figée. Hein. C'est quelque chose qui peut... qui est un phrasème, hein, le grand remplacement. C'est pas quelque chose qui est grand, hein, on ne peut pas dire le très grand remplacement, etc. Donc bon, voilà, je ferme la parenthèse. Mais oui, donc vous vouliez dire à propos de cet exemple... C'est-à-dire que oui, c'est un peu ce qu'on disait auparavant, ce sont des sortes de guerres culturelles, hein. Ce sont des batailles culturelles qui se font à partir de mots. C'est-à-dire on pense que en introduisant un certain nombre de mots qui renvoient à des concepts dans la sphère publique, on va modifier les consciences. Donc la notion de grand remplacement, il faut reconnaître que, même si on peut le regretter, elle a quand même été, alors, au tout début, elle était perçue comme totalement scandaleuse, mais peu à peu, elle a été reprise par le personnel politique et elle a acquis une certaine publicité, cette notion hein, de grand remplacement. De grand remplacement, donc peut-être pour certaines étudiantes étrangères ou certains étudiants étrangers qui ne sauraient pas ce que ça vise, en fait, le grand remplacement, c'est une notion, disons, défendue par plutôt la frange de droite, d'extrême droite de la politique, pour dire que la population française va être remplacée peu à peu par une population étrangère et plus spécifiquement musulmane. Hein. Donc voilà, c'est ça l'idée.
Donc c'est pour alerter, évidemment, le but des personnes qui défendent cette notion, c'est pour alerter sur la présence de trop d'étrangers, trop de voiles, trop de musulmans, etc. Bon, bref, passons. Ce n'est pas mon sujet de faire de la politique ici, mais de comprendre comment la politique joue sur des mots. Je vous signale d'ailleurs au passage, hein, moi je suis toujours sidéré quand je pense à ça, quand je pense au fait que, au fond, les linguistes interviennent très peu dans les questions politiques, hein, à part justement des gens comme Viktorovitch, mais qui n'est pas vraiment linguiste, mais bon, qui s'intéresse quand même à des questions de langage, parce que finalement, toute la politique repose sur des questions de mots. C'est uniquement sur des paroles de personnes que vous votez pour eux ou que vous ne votez pas pour eux. Je veux dire qu'au moment là, il va y avoir des élections municipales, après des élections présidentielles, mais comment, sur quoi vous vous fondez pour voter sur pour telle ou telle personne, tel ou tel camp politique? Alors peut-être un peu sur ce qu'ils ont fait auparavant, mais c'est principalement sur leurs paroles, sur leurs déclarations. Donc, je veux dire, l'analyse linguistique, les pièges, les sortes de pièges rhétoriques qui peuvent exister dans certaines prises de parole, c'est évidemment avoir conscience de cela, c'est extrêmement important. Et je fais partie d'un certain nombre de linguistes qui pensent que la population générale est sous-éduquée du point de vue linguistique. L'éducation linguistique des populations permettrait d'éviter de sombrer comme ça dans certains pièges, enfin de tomber dans certains pièges et voilà, d'être victime de rhétorique un peu simpliste, etc. Oui. Pardon ? Alors, oui, là, vous faites référence au livre de Viktorovitch. Oui, non, mais là, la logocratie, lui, c'est plus quelque chose de... Alors, moi, ce que je vise, c'est beaucoup plus neutre, si vous voulez, c'est l'idée que une bonne partie de la vie politique repose sur des questions linguistiques, hein, des questions de langage, si on veut. Logocratie, Viktorovitch, il le prend dans un sens très spécifique ou avec une fonction du mensonge, etc. Bon, bref, mais voilà. Donc, alors, c'est intéressant de parler de tout cela, mais je voudrais quand même préciser une chose sur ces questions, une chose classique qui fait partie de la culture générale linguistique, c'est la question du déterminisme linguistique, ce qu'on appelle le déterminisme linguistique, et l'hypothèse dite de Sapir-Whorf. Hein. Donc c'est une formulation un peu ancienne maintenant, mais qu'il faut connaître parce que dans l'histoire de la pensée linguistique, c'est quand même quelque chose qui a joué un rôle très important. Donc c'est l'idée dont on est en train de parler là, que la langue affecte et reflète les actions et les pensées de ses locuteurs. Alors, il y a deux versions du déterminisme linguistique, hein, disons de l'hypothèse de Sapir-Whorf, une version qu'on dit forte, qui consiste à dire que les pensées, alors actions c'est un peu exagéré, mais les pensées humaines tout au moins, sont déterminées par la langue d'expression. Donc, en fait, c'est la langue qui est, en quelque sorte, vous voyez le monde à travers votre langue. Hein. Ce que vous pensez est déterminé, ce que vous pouvez penser, vos possibilités de penser, sont déterminées par votre langue. Et puis la version faible, c'est simplement que la langue influence et forme la pensée et le comportement humain qui s'expriment dans cette langue. Donc Sapir-Whorf, hein, ce sont deux auteurs, Édouard Sapir, Benjamin Lee-Whorf, et donc je vous donne un extrait de Sapir, donc de 58, vous voyez, ça date... des années 60, tout ça, des années 50-60. Voilà ce qu'il écrivait dans un ouvrage intitulé Culture, Language and Personality. Les humains ne vivent pas uniquement dans le monde objectif. Donc, le monde objectif, ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure en termes de nomenclaturisme, comme si c'était un monde de choses qui existent réellement et que, bon...
il y a une espèce d'existence séparée du monde. Bon. Ils ne vivent pas non plus seuls dans le monde de l'activité sociale telle que comprise ordinairement. Au contraire, ils sont à la merci de la langue particulière qui est devenue le moyen d'expression de leur société. Il est assez illusoire d'imaginer qu'on s'ajuste à la réalité essentiellement en dehors de l'usage de la langue, et que la langue est juste un moyen quelconque de résoudre des problèmes de communication ou de réflexion spécifiques. Le fait est que le, entre guillemets, monde réel est dans une large mesure construit inconsciemment sur les habitudes linguistiques du groupe. Donc, vous voyez, là, c'est quand même assez fort ce qu'ils disent, c'est-à-dire que ce qu'on prend pour le monde réel est en fait construit par notre langue. Il n'existe pas de langue qui soit suffisamment similaire entre elles pour être considérée comme représentant la même réalité sociale. Les mondes dans lesquels vivent différentes sociétés sont des mondes distincts et non pas le même monde, avec juste des étiquettes différentes attachées aux choses. Nous voyons, entendons et faisons autrement l'expérience des choses de la manière dont nous le faisons, car les habitudes langagières de notre communauté prédisposent à certains choix d'interprétation. Donc ça, c'est une thèse quand même très très forte, peut-être un peu trop forte d'ailleurs, mais il est certain que, enfin en tout cas, il n'est pas douteux qu'à un moment donné, nos usages linguistiques, hein, les mots qu'on utilise, etc., déterminent ce que nous sommes, ce que nous pensons. Bon. Je vais m'arrêter là. C'est vrai que c'est un sujet qu'on pourrait développer plus avant. Malheureusement, on n'a pas tout à fait le temps, mais vous voyez, là, on touche quand même à des questions qui sont à la fois des questions de linguistique et de philosophie du langage. Hein. Là, on est vraiment à la frontière entre les deux. Simplement, les linguistes, par rapport aux philosophes, eux, ils vont essayer de répondre à ces questions en examinant, par exemple, voyez, je sais pas moi, si on s'interroge sur francocide, féminicide, on va regarder dans les corpus comment ça marche. Qu'est-ce qu'il y a eu? Est-ce que, par exemple, féminicide au départ a été diffusé par plus de médias que francocide? Est-ce que ça peut être ça la source? Est-ce que c'est parce que francocide n'a pas été utilisé par un certain nombre de médias et uniquement par des médias très spécifiques qu'il n'a pas accroché dans les usages linguistiques? Ou bien est-ce que c'est pour une autre raison, etc. Donc on va regarder les choses de manière détaillée en regardant vraiment les corpus, les usages. Alors que le philosophe va plus avoir une approche sans doute fondée sur des principes généraux, des théories générales comme l'hypothèse Sapir-Whorf, etc., etc. Voilà, eh bien écoutez, je vous remercie de votre attention et puis je vous dis à la semaine prochaine.